Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mercredi 31 mars 2021. Dans une lettre ouverte au ministre de la Justice, lettre datée du 30 mars 2021, l'ancien directeur général de la CRTV, la Cameroun Radio Television, Amadou Vamoulke, accusé de détournement de fonds publics et détenu depuis le 29 juillet 2016. Son jugement lance un cri de désespoir du fond de sa cellule. Il interpelle le garde des Sceaux sur la propagation du coronavirus en prison et surtout dénonce l'injustice dont il est victime. Il rappelle qu'il est emprisonné depuis 5 ans et que son procès a déjà fait l'objet de 65 renvois, un record mondial. Amadou Vamoulke, qui dit faire face à une parodie de justice, n'a pas peur de subir les représailles que lui vaudrait cette lettre ouverte au garde des Sceaux, d'autant plus que, rappelle-t-il, le groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies s'est prononcé il y a 1 an sur sa libération immédiate. Au sujet de la propagation du coronavirus en prison, cette sortie de l'ancien directeur général de la CRTV semble répondre à une déclaration du ministre de la Justice à propos de la situation sanitaire dans les pénitenciers du Cameroun. Il y a quelques jours, il indiquait, je cite, « Nous faisons du mieux que nous pouvons pour que les gestes barrières soient respectés, évidemment à l'exception de la distanciation physique qui est difficile dans un cas de surpopulation carcérale. » Fin de citation. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir avec JBB, Julien Berthe-Bissaye. Juste derrière ce journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, mais tout de suite, le fait du jour. Le cri de désespoir d'Amadou Vamoulke du fond de sa cellule, la justice en accusation. Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir. Ce soir, nous avons convié Maître Augustin Gueffak. Bonsoir. Duval Fangwa, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour la première fois sur votre plateau. Un bonsoir particulier dans la douleur à mon ami Milia qui a perdu son époux à Paris, à Barézy qui vient de perdre son épouse à Douala, et à mon chef supérieur Fongo Tongo qui vient de perdre la première reine, son épouse. Condoléances à tous. Courage à vous, Maître Augustin Gueffak. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci. Florent Coutou, bonsoir. Bonsoir Duval et merci pour cette première invitation. C'est un honneur de visiter cette très belle et mythique maison de médias. Je voudrais, avec votre permission, saluer mon président, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, même si c'est après quelques jours. Je voudrais par la suite saluer ici une personne qui m'est particulièrement chère et qui nous suit, qui est une grande fan d'Equinox Soir, Kuni Yasmine. Merci. Merci Florent d'être venu. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, mais vous êtes également militant politique. Vous avez parlé de votre président tout à l'heure. Je suppose que vous faites allusion à l'honorable Cabral Libi, le président national du PCRN. Tout à fait. Guy Fondan, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité qui contribue à remonter la masse critique des citoyens. Je voudrais à l'entame de cette émission, vu qu'on sera très focus sur l'extrême nord, avoir une pensée pour quelques élus de l'extrême nord qui, en mon sens, font tout pour que la qualité de vie des populations soit améliorée de ce côté-là. Donc j'ai une pensée pour l'honorable Mariam, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, a brillamment interpellé le ministre des Relations extérieures quant à l'image du Cameroun à l'étranger. Je voudrais avoir une pensée pour le maire de Gouffé et à l'extrême nord qui également attend tous cette émission. Et au finish, je voudrais avoir une pensée pour l'honorable Salmana Amadou, qui est pour beaucoup la révélation politique du scrutin de 2018, parce que c'est un député du FSNC qui a reçu brillamment à battre le RDPC et qui a été tout récemment encore élu vice-président de la commission des finances à la session parlementaire qui est encore en cours en ce moment. Donc ils sont tous de l'extrême nord et ils attendent tout simplement cette émission et je voudrais
Mais je comprends leur peine, je comprends leur chagrin quant à ce qui arrive à Amadou Vamouké et que l'extrême nord se sentent concernés et qu'ils, par cette émission, comprennent que nous allons exprimer à notre manière notre solidarité et notre compassion quant à ce qu'ils pensent et ce qu'ils estiment pouvoir ressentir par rapport à cette traversée du désert que vit Amadou Vamouké. Guy Fongan, vous êtes journaliste et vous êtes directeur de publication du journal Politics. Albert Anatole ici, bonsoir. Bonsoir Duval, je salue mes co-consultants, mes co-panélistes, je salue, n'est-ce pas, les téléspectateurs de Equinox Télévision, je salue tous ceux-là qui regardent, n'est-ce pas, sur le continent africain, particulièrement du côté de la Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi. Je salue également tous ceux-là qui regardent en dehors des frontières africaines. Comme j'en ai l'habitude, je voudrais aujourd'hui décrier une situation qui prévaut du côté du département de l'Océan, précisément du côté de l'arrondissement de Fifinda, où vous avez un expatrié qui ne se cache pas d'être raciste et de pratiques racistes, qui se balade dans les forêts, n'est-ce pas, communautaires, n'est-ce pas, des villageois de ce côté-là, maintenant, et qui fait l'objet des dénonciations et de la protection, qui fait l'objet de la dénonciation des populations quant à sa présence, n'est-ce pas, j'allais dire, inexpliquée de ce côté-là. C'est un Belge et qui a réussi l'exploit de faire enfermer, je dis envoyer en garde à vue, n'est-ce pas, une partie des populations qui se sont offusquées de le voir se balader dans leur forêt sans savoir pourquoi. Donc ici, je pense que le préfet... La population a été enfermée en Belgique. Et je crois que c'est à Fifinda, je parle de Fifinda, parce qu'il a été interpellé par les éléments de, n'est-ce pas, du pôle de sécurité publique de Fifinda, à l'instigation justement d'un responsable de police de ce côté-là, en dépit, n'est-ce pas, des injonctions du préfet du département de l'Océan de libérer, n'est-ce pas, ces citoyens-là. Eh bien, le sous-préfet et ses responsables de police ne veulent rien comprendre du tout. Donc, je pense qu'il est important que la haute hiérarchie, n'est-ce pas, de la police soit au courant de cette information. En tout cas, c'est une actualité que nous allons recouper et suivre attentivement. Merci Albert Anatole ici d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau d'Equinox ce soir. Guy Fongan, je voudrais commencer avec vous. Vous avez parcouru cette lettre de Amadou Vamouké adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Comme journaliste, qu'est-ce qui retient votre attention au-delà de la forme? Je pense que moi j'ai été, si vous faites une analyse de contenu, du récit médiatique qui a été fait de toute cette affaire, moi j'aurais pas mis l'affaire du Covid en avant. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer un grand dossier dessus. Moi, j'ai reformulé ça. Moi, ce qui me retient dans l'interpellation de son courrier, c'est qu'il dit qu'il est victime d'une procédure qui est incompréhensible. Il a fait passer 5 ans en prison. Et le procès a été renvoyé 64 fois. 64 fois de renvoi. Et c'est qui, moi, à mon sens, pour moi, c'est ça l'information, en fait. Je veux dire que, et c'est ça que moi, j'aurais mis en avant, c'est ce que je mettrai en avant dans le traitement de cette affaire, pour dire qu'en fait, l'évocation du Covid qui sévit au sein de l'univers carcéral est un prétexte en fait saisi par Amadou Vamouké, que je sais très intelligent, brillant journaliste par ailleurs, qu'il a profité pour rappeler l'incongruité et l'incohérence de son incarcération. Parce que depuis 5 ans, on a un avocat sur le plateau, depuis 5 ans qu'il est incarcéré, on a du mal à expliquer ou à justifier les raisons les mobiles de son incarcération. Pourquoi est-ce qu'on le retient là-bas depuis 5 ans? Et le procès a été renvoyé 64 fois. Je pense que c'est un véritable cas d'école. Vous vous rappelez encore de l'affaire Marafat, qui avait été condamné pour complicité intellectuelle, qui jusqu'ici, dans l'histoire du droit, est une invention camerounaise dans le cas des infractions. Je crois que je ne me souviens pas avoir déjà entendu ce type d'infraction ailleurs, complicité intellectuelle. Donc, si en 5 ans, on a du mal à trouver une infraction qui peut justifier la condamnation de 5 ans, voilà, sa détention depuis 5 ans, ça veut dire que c'est le vrai problème qu'il faut mettre en avant. Et tout à l'heure, j'ai été heureux, entre guillemets, de savoir que le tableau apocalyptique par lequel Maître a commencé son propos, qui ne nous a pas dit qu'aucun de ces morts n'est mort de Covid, parce que depuis 2020,
on a l'impression que tous ceux qui meurent de Covid. Mais je voudrais Comme quand même par hasard. rappeler, Guillaume Fongan, que on ne peut pas ne pas évoquer ce prétexte, si vous l'appelez prétexte, de la situation sanitaire en prison, puisque c'est par cela qu'Amadou Wamouké ouvre cette correspondance, cette lettre ouverte au ministre de la Justice, garde des Sceaux, lorsqu'il dit qu'il y a un troisième locataire de la cellule qu'il partage avec d'autres détenus qui est testé positif au Covid. Je crois que c'est la première phrase qui ouvre cette correspondance. Je voulais juste rappeler que c'est un élément également qu'il faut mettre en relief dans l'analyse de ces faits-là. Je vous le concède, mais dans la technique de la pyramide inversée, il a pris le choix de mettre ça en avant. Mais de mon point de vue, l'information principale n'est pas celle-là, parce que nous tous, on sait très bien que dans le milieu carcéral, il y a plein de cas et puis la promiscuité, la surpopulation carcérale, c'est un secret de polichinelle. On sait tous que nos prisons sont tous surpeuplées et que les gens vivent quasiment là-bas les uns sur les autres, et nous rappeler ça. Je ne sais pas qu'il en font super ouvert, mais ils nous disent que beaucoup d'entre nous savaient déjà. Mais pour moi, le vrai problème de fond, c'est qu'on a réussi à donner le coup de pied dans la fourmilière et qu'on dise parce qu'il faut quand même dire courageusement qu'en 11 ans, passé à la CRTV, tous les conseils d'administration qui sont venus après lui, tous les audits effectués ont donné quitus à sa gestion. Et on a du mal à rationnellement expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut détenir un monsieur 5 ans sans qu'on ne trouve un mobile exact qui justifie son incarcération. Alors, pour beaucoup, ça ressemble à de la métaphysique et de la pure sorcellerie. Albert Atala, ici, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous retenez de cette déclaration, de cette correspondance d'Amadou Wamouké? Je rappelle qu'il a été directeur général de la CRTV entre 2005 et 2016. Il est aujourd'hui âgé de 71 ans. Il a été interpellé, détenu depuis le 29 juillet 2016. Donc ça fait 5 ans exactement qu'il est donc détenu de ce côté-là. Et selon des organisations de défense des droits de l'homme et même le groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies, il est détenu en dehors de toute base légale et qu'en réalité il devrait avoir recouvert la liberté depuis au moins 1 an. Je voudrais commencer par le dernier point que vous avez évoqué, parce que c'est le premier aspect qui a attiré mon attention. Oui. Vous savez que je suis toujours réfractaire à ce qu'il y ait des ingérences étrangères dans nos affaires, quelle que soit leur nature. Donc de ce point de vue, quel que soit le groupe des Nations Unies que vous pouvez évoquer, je m'offusque juste par rapport à ça. Je vais rappeler qu'en dehors de ce groupe-là, il y a par exemple Reporters sans frontières qui a indiqué qu'il est détenu de façon illégale et qu'il doit être libéré. Écoutez, nous ne sommes pas dans un délit de presse. Nous ne sommes pas dans un délit de presse pour que Médecins sans frontières puisse justement se fendre, ça nous offusque. Mais en même temps, pour revenir à votre question, ça, c'est la première chose que j'ai reçu mon attention, c'est l'ingérence, c'est l'interpellation de l'ingérence des autres. Et personnellement, je me suis toujours offusqué à ces genres d'ingérence, quelle que soit la nature de nos problèmes. La deuxième, parce qu'il y a trois choses qui ont retenu mon attention. Ça, c'est la première. Seconde chose qui a retenu mon attention, je constate justement qu'il faut le plaidoyer d'abord par rapport à ces situations, parce qu'apparemment, il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il est là-bas. Bon, officiellement, de manière peut-être légale, il est là-bas pour les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire des détournements de deniers publics. Donc nous sommes là en matière criminelle. Je ne suis pas sur le contrôle d'un avocat sur le plateau. Et en filigrane, il met en relief des lenteurs judiciaires. Parce que lorsque vous avez ce 104 renvois, c'est quand même un record au niveau de lenteur judiciaire. Donc ça, c'est le deuxième point qui attire mon attention. Le troisième point qui attire mon attention, eh bien, c'est la crise sanitaire. Et là, c'est la conséquence de la surpopulation carcérale. Parce que, effectivement, ça devait attirer l'attention. C'est-à-dire que, là, je prends les éléments de langage de l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je crois que ça date de 15-20 ans par là. Je n'ai pas le gamin sur le contrôle d'un avocat. Je me rappelle que pendant cette période, on était dans une campagne de vulgarisation du nouveau code de procédure pénale où nous étions, je crois, au JICAM, et le ministre garde des Sceaux à l'époque avait déclaré qu'avec le nouveau code de procédure pénale, la détention sera l'exception, la liberté, le principe.
n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui peut donc expliquer que, en dépit de ce principe-là, on se retrouve avec des phénomènes de surpopulation carcérale dans un contexte de crise sanitaire? Et en plus, vous allez le constater avec moi, dans le contexte de Douala et de Yaoundé, où j'ai eu acheté quelques coups d'œil, notamment du côté de Kenengui, lors, n'est-ce pas, du transport des détenus, j'allais dire des prévenus devant les tribunaux ou à Douala, vous allez constater que, la distanciation physique, c'est pas respecté. Le port du masque, les masques chirurgicaux, c'est pas une réalité pour tous. Alors, ça pose donc un problème dans ce milieu qui constitue, à mon sens, qui peut être un vecteur au niveau de la contamination que nous voulons éviter dans le cadre communautaire. En plus, il faut le dire, il s'agit là d'une bombe à retardement, c'est-à-dire une bombe sanitaire. Donc, je pense que voilà les trois éléments qui ont particulièrement retenu mon attention. Qu'est-ce qui capte votre attention dans cette correspondance, Maître Augustin Gueffac, en tant qu'avocat? En tant qu'avocat, l'économie de cette lettre me fait voir en M. Vamouké un révolté. C'est-à-dire, il a pris sur lui l'engagement de rompre les chaînes. 5 ans de silence pour lui, c'est trop. Il faut que ce soit su, il faut que ce soit dit, parce qu'il énonce ses douleurs, il indique ses prochaines douleurs, il indique les sanctions et il présente à tout le monde la suite. Le premier réflexe, c'est vous savez, pour un détenu, la plus grande douleur qu'il ressent, c'est le temps d'attente du jugement. C'est le temps, l'attente du jugement. C'est la plus grande douleur. Lui qui a déjà passé 5 ans, il est plus en peine que celui qui est condamné à mort. Il est plus en difficulté que celui qui est condamné à vie. Parce que pendant ces 5 ans, il cogite. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la plus grande douleur, c'est la plus grande torture qu'il subit. La torture psychologique, parce qu'il ne connaît pas sa position. Or, un homme d'action, c'est celui qui connaît sa position. Lui étant un homme d'action, il se pose bien les problèmes. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Il a pris une première résolution, je garde silence. Ça fait 5 ans de silence, il brise le silence. Il dit je parle. Et on sent la révolte, effectivement, dans sa correspondance. Duval, je ne parlerai pas de révolte, ce n'est pas un acte spontané. La révolte veut dire c'est spontané. C'est un révolté, c'est-à-dire c'est réfléchi. Il y a de la raison dans ce qu'il fait. Ce n'est pas de la révolte. La révolte veut dire c'est spontané, ça va passer. Non. C'est un processus et il indique. Vous voyez de quoi je souffre. Premièrement, j'attends. Vous ne me savez même pas pourquoi je suis là. Alors il s'attaque jusqu'au garde des Sceaux. Il dit je comprends, en vous disant ceux qui vont mourir vous saluent. C'est-à-dire il donne la sentence. Il sait qu'il est déjà mort. Et pour mourir, il les rappelle au garde des Sceaux, malgré ton courage pour me maintenir dans cet état, je sais que je vais mourir, mais je dois vous saluer. Et avant de vous saluer, je vais vous dire comment vous me torturez. 64 renvois, 65, 5 ans d'attente. J'ai battu le record dans le monde. Qu'est-ce que vous attendez? Que dit la loi? Là, il dénonce la violation de la loi. Deuxième, il dit les conditions carcérales. Les conditions carcérales, j'ai suivi l'autre jour. Vous dites que vous avez fait le mieux. Il dit les conditions, nous sommes dans ma cellule 8. Les 3 qui sont à côté de moi sont tous infectés. Celui que vous me renvoyez, il ne va pas me laisser tranquille, naturellement, c'est de l'air. Alors, en plus de 5 ans, l'inhalation coule de source. Vous me préparez pour la mort. Il faut que je vous le dise. Je ne dois pas mourir la bouche fermée. Je dois vous dire que je sais, je suis conscient que vous êtes en train de me préparer petitement pour la mort. Et comme vous avez déclaré la guerre, je prends acte. Je récite là, je prends, c'est bon.
je prends acte et je vous dis je suis prêt. Oui. Il vous dit, surtout, il y a surtout cette formule latine et qu'il a utilisée et qui envoyait, n'est-ce pas, à ceux qui vont mourir. Ces gladiateurs qui étaient jetés dans l'arène, dans la Rome antique. La Rome antique, oui. Alors, je disais tantôt que il enchaîne en disant j'ai pris acte et je vais à partir de ce jour moi-même fournir mes armes pour lutter. Je vous dis, je conteste votre argument selon lequel vous dites que vous avez fait le mieux. Et moi, en tant qu'avocat, j'estime que le garde des Sceaux, le mieux, c'est exagéré. Le copanéliste a dit, depuis l'avènement du Code de procédure pénale, tout le monde sait que la détention, c'est l'exception. Je vais vous dire quelque chose. En 2015, le même garde des Sceaux a réuni les 10 présidents des cours d'appel pour décongestionner les prisons. Ils ont initié, adopté par notre Assemblée nationale, ce que nous appelons les peines alternatives pour vider les prisons. Ça, c'était la deuxième solution. La première solution, c'était construire de nouvelles prisons. Or, depuis 2015 à ce jour, aucune nouvelle prison n'est ouverte. Les peines alternatives ont été votées par l'Assemblée nationale. Il manque une chose, un décret. Je ne sais pas si le décret ce sera signé par le président de la République ou le ministre. Or, si ce décret est signé, les prisons seront éminemment vidées. Donc, je pense que le qualificatif du ministre qui dit qu'ils font au mieux, non, ils n'ont pas la volonté de libérer. D'ailleurs, qu'est-ce qui de façon visuelle a été fait? Et vous comprendrez même avec le Premier ministre qui a instruit le garde des Sceaux de travailler davantage pour alléger ces conditions draconiennes en prison. Donc le Premier ministre, il le sait. Il sait que l'essentiel n'a pas été fait. Florent Coutou, est-ce que vous pensez que le cas de Vamoké est un cas particulier au regard des caractéristiques qu'on a données concernant sa procédure, son procès, ou vous estimez que c'est un cas emblématique, en tout cas une situation qui rappelle beaucoup d'autres situations semblables que des Camerounais, des citoyens vivent au quotidien dans ces pénitenciers, qui restent là des années sans jugement, on ne sait pas exactement ce qu'on leur reproche, alors que pour certains, ils ont même pratiquement déjà dépassé le temps de détention par rapport à l'infraction présumée qui leur sont reprochées. En effet, je dois dire ici que le cas de l'ex-directeur général de la CRTV, Amadou Vamolke, n'est pas un cas d'école au Cameroun. Donc, c'est une situation qui nous rappelle que notre pays, la justice de notre pays va très mal. Elle est prise en otage par le pouvoir exécutif, parce que quand vous lisez la lettre d'Amadou Vamolke qui m'a affligé, vous comprenez très exactement qu'il indexe directement le ministre garde des Sceaux. On dirait qu'il a un problème particulier avec ce dernier, mais lorsqu'on connaît le poids du ministre garde des Sceaux, qui est quand même celui qui dirige la politique pénale de notre pays, son poids dans la justice et dans le déroulement de la procédure, évidemment on peut bien comprendre que ce dernier est pour quelque chose, n'est-ce pas, dans cette affaire-là. Et puis, je pense que Maître l'a dit tout à l'heure et les autres copanélistes, la détention de M. Amadou Vamolke n'a aucune base légale. Parce que quand vous regardez, par exemple, vous lisez le Code de procédure pénale du Cameroun, en son article 221, vous comprenez que en réalité, on est le délai de la durée d'une détention provisoire a largement expiré. Parce que la durée d'une détention provisoire, selon le dit article, ne doit pas excéder une période de 6 mois. Mais elle peut être prorogée de 12 mois lorsqu'il s'agit d'un crime et de 6 mois lorsqu'il s'agit d'un délit. Mais là, on parle de 5 ans de détention provisoire avec 65 renvois. Donc, on a l'impression que
il n'y a rien qu'on reproche à Amadou Vamolke, ou du moins on a du mal à trouver des Je voudrais rappeler que ce que vous dites a été repris par Reporters sans frontières, qui estime que le REDAC il est également détenu en dehors de toute base légale et que tout simplement il devrait être mis en liberté. J'ai rappelé tout à l'heure le groupe sur la détention arbitraire des Nations Unies qui a également demandé sa libération. On se souvient également que l'année dernière, à peu près à la même période, il y avait des organisations internationales, même si Abbé Anatola ici semble ne pas être d'accord, qui avaient indiqué qu'avec le contexte de Covid, il fallait mettre en place des mécanismes pour décongestionner les prisons et éviter effectivement que cette maladie ne se propage à l'intérieur de la prison, hein, même si Guy Fongan estime que le Covid n'est qu'un prétexte et que le véritable problème se situe ailleurs. Oui, parce que moi je suis quand même c'est une posture très inconfortable de commenter une situation qui est encore pendante comme celle-là, parce que ça, c'est un véritable cas d'école et on fait bien d'évoquer ici dans les éléments de langage le fait qu'ils soient révoltés. Parce que les gens qui n'ont pas la mémoire courte se souviennent quand même que quand Amadou Vamolke arrive à la CR TV comme directeur général, il trouvait déjà son salaire indécent et il avait demandé qu'on divise son salaire par 4. Parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse donner autant d'argent, parce qu'il part de l'imprimerie nationale, ou démission, parce qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour travailler, et il va à la Citabac rejoindre James Onobiono, et il part de la Citabac pour la CR TV. Et quand il y arrive, il estime que son salaire est indécent, au regard de la qualité de vie des populations, de misérabilisme dans lequel vivent les gens. Est-ce qu'on ne peut pas payer un tel salaire à un directeur général? Il estime que son salaire doit être divisé par 4. Et quand on observe tout ça, et à côté de ça, quand vous mettez ensemble le fait qu'il y a eu plusieurs conseils d'administration qui ont siégé, de l'époque où il était directeur général pendant 11 ans, et qui ont acquiescé sa gestion pendant les 11 ans. Plusieurs conseils d'administration ont dit que sa gestion était clean. Donc on lui reprochait manifestement rien de concret. Donc quand il se retrouve dans ces situations, il y a de quoi, aujourd'hui il a 71 ans, donc ce n'est pas drôle à cet âge-là d'être torturé à ce point. Donc ce qu'on demande, notre justice, la justice dans tous les pays civilisés du monde est un de baromètres à travers lesquels on apprécie l'avancée de la démocratie. Si vous êtes coupable, qu'on vous condamne. Si vous êtes innocent, qu'on vous libère. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a l'impression qu'on est là en plein vaudou, en plein métaphysique. C'est complètement irrationnel. Parce que c'est dans notre système judiciaire qu'on a inventé comme infraction ce qu'ils ont appelé la complicité intellectuelle. C'est dans notre système judiciaire qu'on arrête les gens et on cherche les preuves après. Vous avez plein de gens comme ça avec l'opération Épervier, qui ont été interpellés et c'est après qu'on a commencé à chercher les preuves. Donc toute cette manière de fonctionner n'est pas de nature à donner raison au président lui-même, qui avait dit il y a quelques années qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a porté la démocratie et la prospérité. Un des baromètres les plus éloquents d'appréciation du degré de notre démocratie, c'est notre justice. Et ça donne seulement raison à ceux qui pensent qu'on est dans un système où le judiciaire et l'exécutif, et même le législatif, entretiennent des rapports incestueux. Sinon, on ne peut pas expliquer aux étudiants en droit que pendant 5 ans, on n'avait pas trouvé des mobiles pour lesquels on a incarcéré quelqu'un. Comment on explique à des gens de première année qui entrent à l'université? Comment on dit à des gens de licence qu'on arrête quelqu'un, on cherche les preuves après? Tout ceci n'honore pas notre jeune démocratie et il n'est pas de nature et ça oblige, contrairement à ce que Haïti pense, ça oblige nos partenaires internationaux à avoir un regard braqué sur le Cameroun. Quel est ce pays où on a l'impression qu'on est en plein vaudou, où rien n'est normal, c'est totalement irrationnel. Et ils sont obligés de regarder notre manière de faire et d'agir et de temps en temps nous donner des leçons parce que nos propres lois, on a du mal à les appliquer. J'aime souvent dire que le Cameroun c'est un paradis dans ses textes et un enfer dans ses applications. Je voudrais préciser, il est important peut-être de rappeler cela et je passe sous le contrôle du maître Augustin Gueffa, que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire le procès d'Amadou Vamolke, de nous intéresser à ce qui lui
reproché ou pas, est-ce qu'il est coupable ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a la justice qui doit faire ce travail-là et à la fin dire si effectivement il est coupable des faits qui lui sont reprochés ou pas. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le sens de ce cri de détresse. Il dit qu'il est détenu depuis 5 ans et que son procès a été renvoyé 105 fois. Et je crois que ça nous interpelle parce qu'en tant que potentiel justiciable, en tant que citoyen et dans un état de droit, il faudrait quand même qu'on se demande si ce qui lui arrive là est normal, parce que cela pourrait nous arriver à nous aussi. Hein, absolument. Absolument. Oui. Non, je voudrais rassurer mon jeune confrère Hervé pour lui faire comprendre que ce n'est pas les institutions internationales ou Reporters sans frontières qui doivent venir jouer les censeurs sur les institutions camerounaises. Et moi, je m'offusque de cela. Vous connaissez mes postures. De ce point de vue, je ne voudrais pas dire que nous avons un système judiciaire qui est très harmonieux, qui est parfait, qui n'est pas faillible. Non. Tout à l'heure, j'ai convoqué, n'est-ce pas, les lenteurs judiciaires et la surpopulation carcérale qui en sont les principaux vecteurs. Maintenant, vous avez également un système judiciaire qui est sous pression, ça il faut le dire. Je passe le contenu d'avocat, c'est-à-dire que nous avons un système judiciaire qui est sous pression de l'exécutif, sous pression du législatif, sous pression des réseaux, des lobbies, parce que ça fonctionne comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la promotion, nous soulevons des multiples renvois qui ont été faits, ça pose un point parce que qu'est-ce qui motive ces différents renvois? Parce que généralement, lorsque un juge renvoie une affaire, il motive. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès justement au registre audiencier. Au registre audiencier pour savoir quels sont les motifs des différents renvois. Mais ceci dit, il faut quand même se dire des choses. Je ne sais pas si M. Amadou Vamouké s'est adressé à la bonne personne, parce que nous savons également que M. Lorenzo, c'est un exécutant. Et ce n'est pas lui qui pilote en tant que tel, justement, l'opération Épervier. Ça, il faut le dire. Il faut quand même que cela soit dit aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que pilote, nous savons que c'est la présidence du pilote. Il s'est adressé à la voix la plus autorisée. C'est-à-dire le ministre de la Justice. Mais je ne voudrais pas quand même parler du douanier. Le ministre de la Justice. Non, il faut que ce soit clair. Il faut quand même dire, il faut qu'on parle, qu'on s'exprime comme les journalistes. Donc, il n'en est pas pour autant pas comptable. Il ne peut pas être comptable pour autant. Donc, je veux dire que le problème de fond. Donc, vous semblez dire donc peut-être qu'il s'adresse à qui de droit en passant par le ministre de la Justice. Voilà, parce qu'il y a une hiérarchie, M. Ajavamouké connaît bien ce qu'on appelle la hiérarchie au niveau de l'administration. Mais de ce point de vue-là, vous risquez de rejoindre Florent tout à l'heure qui indiquait, ah oui, c'est vrai que vous l'avez souligné également à filigrane, qui a comme une sorte de phagocytose du judiciaire par le pouvoir exécutif. Tout à fait. Tout à l'heure, j'évoquais que justement le système judiciaire camerounais dans son ensemble est sous pression. C'est sous pression de l'exécutif, du législatif et des autres pouvoirs financiers, politiques, ce que vous voulez. Mais en dehors des autres métastases qui viennent de l'extérieur, que moi je n'apprécie pas beaucoup, parce que je ne suis pas un partisan du droit d'inquisition. Moi ça m'énerve cette affaire des droits d'inquisition. Bon, maintenant, pour revenir à l'essentiel, M. Vamouké par contre soulève des problématiques importantes qui touchent même les citoyens lambda. C'est-à-dire, premièrement, les conditions de détention. Secondo, les lenteurs judiciaires. Tertio, la surpopulation carcérale qui est la conséquence des lenteurs judiciaires. Donc, je pense que de ce point de vue, là, le garde des Sceaux doit pouvoir régler cette question-là à travers des engagements qu'il a pris de manière solennelle devant justement le personnel judiciaire. Maître Augustin Geffac, c'est vrai qu'Albert... Il y a deux observations à faire relativement aux déclarations de mes deux copanélistes en face. Je commence par Anatole. Anatole, je pense que le chauvinisme à rebours ne doit pas nous amener à nous débiner de nos engagements. C'est nous qui avons signé les conventions. On les a ratifiées. Nous les avons ratifiées, qui sont volontairement et qui s'imposent à nous. Que ça nous énerve, le Cameroun ne peut pas s'isoler, vivre en monadologie. Non. Nous devons accepter. Lorsque nous avons accepté d'intégrer la mondialisation, nous devons prendre avec le pour et le contre. Donc, si les décisions viennent du haut, nous devons supporter. Nous avons ratifié. Dessus,
Le problème qui est posé, en réalité, c'est celui de la tricherie avec la loi. Et là, j'en viens à Florent. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'information judiciaire, dans le dossier de M. Vamoulke, dont l'article 221 ne s'applique plus. Nous sommes dans le cadre du jugement au fond. Et ça pose un seul problème. Le délai raisonnable pour juger un présumé innocent. Parce que jusqu'à l'heure, au moment où nous parlons, M. Vamoulke n'a rien fait, dit la loi, parce qu'il est présumé innocent. Pourquoi donc dans un délai raisonnable que nous retrouvons dans toutes les conventions, que ce soit les instruments internationaux, les instruments nationaux, tout dit que tout citoyen a droit à une justice équitable. Oui, c'est la déclaration. Oui. Non, la déclaration universelle des droits de l'homme, entre autres, qui indique que tout individu qui est accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès juste et équitable dans le strict respect de la Notre code pénal le dit. Et le reprend. Notre code de procédure pénale le dit. Toutes les conventions ratifiées le disent. Nous ne pouvons pas être autistes là-dessus. Nous ne pouvons pas être aveugles. Alors, quelle est cette tricherie? Parce que le jeu se trouve là. Lorsqu'on est dans une procédure au fond, il n'y a pas de délai pour qu'il soit jugé. La loi ne donne pas une date limite. C'est pourquoi on pose le problème de délai raisonnable. Quel est le délai raisonnable? Voyez-vous, pour quelqu'un que la loi a prévu, si vous bousculez cette bouteille, vous troublez l'ordre public, vous avez droit à 6 mois d'emprisonnement ferme. Mais pas des techniques de tricherie avec la loi. On le prend, on le garde en prison, il passe 2 ans sans être jugé. Alors, le jour où il va juger, s'il est coupable, admettons qu'il vienne à l'audience, arrogamment il dit « je reconnais les faits ». Que doit dire le juge en dehors de dire « je te condamne à 6 mois ». Alors, vous l'aurez maintenu en prison 1 an, 6 mois, pour rien. Dans le délai raisonnable, il devait être jugé. C'est-à-dire, dans le délai de la loi, il devait être jugé. Alors, mais est-ce que M. Vamoulke est déjà condamné? Pourquoi il purge déjà une peine de plus de 5 ans sans connaître son sort? C'est irrationnel. Pourquoi on veut le tuer de cette façon? C'est le problème qu'il pose. Alors, Florent Couteau, de toute évidence, la correspondance d'Amadou Vamoulke est une sorte de procès de la justice camerounaise. Absolument. Et on ne doit pas omettre, n'est-ce pas, de l'opportunité. On ne doit pas manquer d'analyser l'opportunité de la sortie de l'ex-directeur général de la CRTV. Il vous souvient que actuellement, son prédécesseur est dans une situation sanitaire très critique. D'aucuns ont même annoncé sa mort alors que ce n'est pas encore le cas. Et il court des bruits qu'il a bénéficié du chef de l'État une grâce présidentielle. Alors, je pense que son prédécesseur, je vais dire Amadou Vamoulke, s'est posé la question de savoir, mais voilà, quelqu'un qui a été inculpé pour quasiment les mêmes problèmes, pour les mêmes accusations que moi, et il a été bon, disons que pour la grâce présidentielle, rien n'est établi. Absolument, il n'y a aucune note. Il n'y a aucune note, mais il a été évacué. Il est actuellement en train de recevoir des soins de santé. Oui. Et il se trouve également que l'ex-directeur général est pris en charge par le cabinet civil depuis 2 ans. Oui. 2 ans, il est pris en charge. Toutes ces expenses sont payées par le cabinet civil depuis 2 ans. Oui. Alors, mais au-delà du cas Vamoulke, je crois que hier sur ce plateau, c'est Foti Zodjou qui évoquait également une situation semblable avec Paul Tuta, oui. Un autre citoyen qui est détenu depuis plusieurs mois maintenant et qui est toujours sans jugement. Donc au finish, c'est une question qui préoccupe et qu'il faut fondamentalement adresser.
Justement, c'est pour ça qu'à l'entame de mon propos, j'ai indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'école, d'un cas isolé, mais d'une situation régulière de à notre justice et qu'on condamne. C'est la raison pour laquelle nous, au PCRN, nous voulons, n'est-ce pas, humaniser la justice camerounaise et en cela débarrasser, n'est-ce pas, cette justice de tout ce qui peut l'encombrer et l'empêcher de pouvoir être véritablement au service du peuple. Et ces choses qui embarrassent, qui corrompent la justice, c'est quoi de votre point de vue? Oui, tout à l'heure, mon voisin de droite a parlé des lenteurs. Il y a des lenteurs, mais moi, je pointe surtout, n'est-ce pas, le fait que la justice camerounaise soit prise en otage, notamment par le pouvoir exécutif, mais surtout par certains barons du régime. Le cas Paul Chouta en Guélon, qui, n'est-ce pas, a porté plainte contre Paul Chouta, n'est-ce pas, cette personnalité de la société camerounaise, n'est-ce pas, sa posture indique clairement que la condamnation de l'incarcération de Paul Chouta échappe, n'est-ce pas, à toute raison, n'est-ce pas, de droit. C'est pas pareil. Si, monsieur. Alors, on va revenir sur cette question-là, parce qu'effectivement, on a entendu beaucoup de choses autour de cette affaire Paul Chouta. Il y a d'ailleurs une sortie du collectif de ces avocats qui ont repris une déclaration que Calix Béala, pour ne pas la nommer, a faite sur une chaîne étrangère il y a quelques jours. On revient là-dessus. Dans la deuxième partie d'Equinox ce soir, ce sera le débrief. Mais avant cela, il y a le journal de 20h. Et tout de suite, nous allons retrouver Julien Berthe Bissaï pour la vitrine du 20h ce soir. Tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques minutes, Julien Berthe Bissaï, pour donc cette grande édition du soir. Et juste derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Et on retrouvera donc nos invités sur le plateau d'Equinox ce soir. Retour donc sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités, Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun, Albert Atol Aïssi, journaliste, Guy Hervé Fongan, journaliste également, et Florent Couteau, voilà, du PCRN, enseignant-chercheur. Je commence avec vous, Maître Augustin Gueffak. On a dans le journal reparcouru cette correspondance adressée par Amadou Vamoulke au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il y a dans cette correspondance une phrase qui ne peut pas paraître banale. Je voudrais partager avec vous cette phrase, Maître Gueffak. Vous m'avez donc déclaré la guerre, dit Amadou Vamoulke dans cette lettre ouverte au ministre de la Justice. Ainsi soit-il, mais je serais étonné que dans ce département du Mayo-Danaï, dont je suis originaire, quelqu'un ne vous rappelle pas un jour, de manière appropriée et je l'espère proportionnée, que vous avez outrepassé votre pouvoir en dépassant toutes les bornes de l'inhumanité. Serge Alain, je vous ai dit tout à l'heure que le cri de M. Vamoulke, c'est le cri d'un homme révolté. Nous ne sommes plus au niveau de la révolte, nous ne sommes plus au niveau de ce simple geste spontané. C'est un acte construit, il est révolutionnaire. Le fait de rappeler ses origines, Maître Gueffak. Mais là, c'est une figure de style pour indiquer les techniques de riposte. C'est-à-dire que par tous les moyens, il obtiendra réparation. C'est pourquoi l'autre a déclaré la guerre et que lui, il est prêt. Il dit ça va aller de génération en génération. Et puis, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter dans un pays comme le nôtre, dans une république qui est en parfaite construction, malgré ses balbutiements. Il faut que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, sortent un peu de l'arrogance, sortent un peu du sommeil pour appliquer le minimum de textes de loi qui est mis à notre disposition
afin que ceux qui sont injustement embastillés recouvrent leur liberté. C'est de cela qu'il s'agit. Pour sortir de cette question, Florent Couteau, en rapport avec cette correspondance d'Amadou Vamouké, quelles sont finalement les leçons qu'il faut tirer, peut-être pour notre justice aujourd'hui, au regard de cette interpellation que fait l'ancien directeur général de la CRTV? Alors, les leçons à tirer, premièrement, la justice de notre pays doit retrouver son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et surtout des barons, des hommes forts qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur certains citoyens. Je pense que nous avons la solution pour l'indépendance de la justice de notre pays. Et la solution, c'est celle que propose l'honorable Cabral Libye, qui veut, n'est-ce pas, que cette justice devienne véritablement indépendante et que les magistrats soient effectivement impartiels et puis pour que plus jamais un homme, soi-disant haute personnalité, soi-disant cacique du régime, ne puisse plus prendre en otage à lui seul la justice de notre pays. Guerre Fongan, selon des indiscrétions, Amadou Vamouké, l'ancien directeur général de la CRTV, qui est donc détenu depuis le 29 juillet 2016, souffrirait de neuropathie qualifiée de sévère, qui justifierait, selon des médecins, une évacuation sanitaire. Il faut peut-être espérer que ce cri de cœur soit entendu et qu'il puisse bénéficier de quelques facilités par rapport à son état de santé, par exemple. Mais je pense que quand vous lisez de manière sereine et lucide le courrier, la correspondance d'Amadou Vamouké, vous n'avez pas l'impression de quelqu'un qui espère, qui attend encore grand-chose. Il a 71 ans, il a passé 5 ans en prison. Il est originaire d'une région qui ont la réputation d'être des gens intègres et sobres. Ils ne sont pas friands avec les choses matérielles. Et j'aurais été très inquiet si je ne connaissais pas un peu l'écosystème politique de l'extrême nord dont il est originaire. Parce que quand vous prenez l'avant-dernier paragraphe, au-delà du fait que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui une sorte de victime résignée qui parle, mais il annonce le lendemain qu'on peut dire qu'après lui il risque d'avoir une réponse et je suis très inquiet et c'est à prendre très au sérieux parce que quand il dit vous m'avez déclaré la guerre et moi originaire du maillot d'Anaï, je ne serais pas surpris qu'un demain quelqu'un vous réponde de manière appropriée. Ça veut dire, voilà. Donc, ça veut dire que c'est, contrairement à ce que Maître semblait dire que c'est une figure de style, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes et analyser ça avec beaucoup de profondeur. Donc, je dirais que quand j'ai la prétention de connaître quelques-uns des élus de ce coin-là. Je pense j'en parlais en début d'émission, honorable Mariam Gouni, le maire de Goulfé, l'honorable Salmana Amadou. Je veux dire que c'est des gens plutôt au tempérament. Des gens qui sont déjà en C'est les élus de l'extrême nord. Donc c'est les élus de l'extrême nord qui, à mon sens, sont plutôt des gens au tempérament pas fougueux, de plutôt serein. Donc je suis serein parce que je les connais un peu, je connais leur tempérament et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter et de s'alarmer. Mais quoi qu'on dise, parce que quand vous parlez de la lutte qui va se poursuivre et vous donnez les noms, on a le sentiment qui sont en ordre de... ce sera un nouvel procès. Je dis heureusement que je connais quelques-uns des élus de l'extrême nord qui ont plutôt un tempérament rassembleur, qui sont pas fougueux et qui sont plutôt fédérateurs autour d'eux. Donc c'est ça moi qui me rassure. Si je ne les connaissais pas, je pouvais, à la lecture de l'avant-dernier paragraphe du courrier de Amadou Vamouké, avoir quelques frayeurs sur l'avenir, sur le lendemain. Comme je connais quand même quelques-uns, je peux être serein parce que je pense qu'ils vont essayer de temporiser. Je pense que le jeu sera temporisé, que il y a des raisons qu'on n'ait pas eu de long couteau. Parce que quand il faut lire de manière très froide, c'est ce qu'il veut dire à l'avant-dernier paragraphe. Et quand je lis, j'ai pas l'impression qu'il attend encore quoi que ce soit. Parce qu'il a l'impression d'avoir épuisé toutes ses cartes. Ça fait 5 ans qu'il est resté silencieux. Aujourd'hui, il décide de parler. Il est là depuis très longtemps.
Et aujourd'hui, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Et s'il y a une chose à laquelle il faut vraiment s'appesantir, à mon sens, c'est sur... Et peut-être que l'humanisme qu'on espère de notre justice, c'est que, évidemment, qu'on lui laisse la possibilité d'aller se soigner et de pouvoir partir dignement, quoi qu'on dise, on espère. Il y a aussi des chrétiens dans l'extrême nord, il y a beaucoup de chrétiens là-bas, on est en plein semaine sainte, la Pâque c'est dans quelques jours, et puis il pourrait ces gens-là avoir un sursaut d'humanité, et pourquoi pas permettre à ce digne fils de l'extrême nord d'aller se soigner et au moins de se reposer pour les services qu'il a rendus à la nation. Oui, s'il te plaît, Guy Hervé, oui. Je voudrais seulement ajouter que méfions-nous du fleuve qui dort. C'est tout. Mais c'est pas bien compris. Je dis bien, lui dit qu'il connaît une population qui dort. Je lui dis, méfions-nous du fleuve qui dort. Je confesse n'avoir rien compris de ce que vous voulez, ce que vous essayez de dire. On reviendra. Ah ben attends, là ici, tout n'est pas perdu pour l'ex-directeur général de la CRTV. Oui, écoutez, permettez-moi tout à l'heure, Maître Femme a traité, a qualifié mes propos de chauviniste. Je ne suis pas chauvin, maître. À rebours, j'ai insisté. Non, je ne suis pas chauvin. Je ne suis pas du tout chauvin. Il n'y a aucune honte à être chauvin, au contraire. Au contraire. Je ne suis pas chauvin. Au contraire. Pas chauvin. Moi, je suis chauvin, je l'assume. Je ne suis pas chauvin. Il n'y a aucune honte à l'être. Moi, je ne suis pas chauvin. Je suis en train de dire que, parce que vous avez convoqué le fait que le Cameroun ait ratifié les traités et les conventions internationales, et de ce fait, et la société allait respecter, je vous le conseille. Mais par contre, vous avez ces individus qui ont ratifié les conventions et les traités internationaux qui ne respectent pas du tout. Je peux vous citer plusieurs exemples. Sur le continent africain, parce que j'aime beaucoup plus parler du continent africain. Comment pouvons-nous copier un mauvais exemple? Non, je dois pouvoir le dire. Ou bien promouvoir un mauvais exemple. Ces mauvais exemples, ce sont les mauvais exemples qui doivent édifier. Il ne faut pas qu'on pense que ce que les autres, si le Cameroun fait ici, c'est pas bon. C'est la même situation qui se prévoit ailleurs. Parce que le fond du problème, enfin, ce qu'on devrait pouvoir retenir par rapport à la thématique qui a été mise en débat, c'est le mauvais fonctionnement de notre système judiciaire. C'est ça le fond du débat. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas Bamouké qui est mis sur la table, mais il y a des Bamouké anonymes qui sont en détention préventive pour des cas de délits communs et qui ne sont pas jugés, mais qui sont là parce qu'ils n'ont pas justement la possibilité d'avoir, j'avais dit, un relais ou avoir une plume pour écrire. C'est de ça qu'il s'agit également. Parce qu'aujourd'hui, vous avez heureusement convoqué cet élément. Nous sommes tous des justiciables. Demain, il y a d'autres anonymes qui s'appellent, d'autres anonymes qui vivent la même situation. Il faut arrêter que ce soit votre cas demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut une refondation du système judiciaire. C'est important. Maintenant, je voudrais également autant, il y a en latin on dit dura lex, sed lex, mais en même temps, il faut quand même également convoquer un élément historique que Maître connaît. Ça dit qu'à un moment donné, après justement cette vulgarisation, n'est-ce pas, du nouveau code de procédure pénale, le gouvernement s'était engagé, ça il faut le dire, s'était engagé à l'humanisation des conditions de détention. Ça il faut le dire. Et justement, la trame de fond de ce nouveau code de procédure pénale que je convoque, c'était de régler ce problème. D'abord au niveau des conditions de détention, au niveau de la surpopulation carcérale et en plus au niveau de l'accélération des procédures judiciaires parce que c'est également ça le fond du problème. Et je voudrais rappeler que cette question de l'humanisation des prisons et de l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral, c'est une question qui préoccupe également nos partenaires internationaux parce que je dois rappeler que l'Union européenne à travers le FED, par exemple, finance un certain nombre d'activités ou apporte du soutien pour que cette humanisation soit effective. Je voulais dire pour que vous puissiez prendre en compte effectivement le fait que on ne doit pas vivre en autarcie, on doit bien être en contact avec donc les autres et entre autres. Permettez que je lui réponde en une seconde, s'il vous plaît. Anatole, je dis ceci, c'est simple. Faisons simple pour que ce soit compris. Vous décriez la lenteur judiciaire. Vous décriez l'inapplication du peu de textes que nous avons sur le plan national. Mais nous avons ratifié des conventions qui disent que si l'État camerounais, si les petits individus au Cameroun qui doivent gérer la loi, ils sont lents, ils sont arrogants, ils sont prétentieux, ils ne font rien. Et que ceux qui sont à l'international, à qui nous avons dit surveiller aussi, ils constatent et ils sanctionnent. Pourquoi vous dites que vous ne voulez pas que les décisions venues de l'extérieur, que nous avons acceptées,
gère ou bien régule ces insuffisances, c'est-à-dire combattre cette lenteur judiciaire. C'est de cela que nous parlons. Oui, mais c'est pourquoi je dis que vous êtes un chauvin à rebours parce que vous dites vous repoussez totalement les décisions qui viennent de l'extérieur. Mais encore que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc c'est comme quand on peut expliquer ça de manière très simple. Si je vous prends le cas des gilets jaunes en l'école primaire, vous allez peut-être me dire que c'est... Moi j'aime parler de mon pays. J'aime parler de mon pays. Je parle de ce que alors je voudrais qu'on avance. Ben, vous avez la parole, vous la gardez sur la situation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, définitivement libre de ses mouvements avec son compatriote Charles Blé Goudé. La décision a été rendue ce mercredi 31 mars 2021. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé la décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Personnellement, et là je dis bien personnellement, je ne suis pas surpris de cet acquittement. Dans l'autre plateau, j'ai eu à qualifier cette affaire-là de procès de Kafka à l'époque, parce que rapidement, je voudrais convoquer des éléments historiques, à savoir qu'il y a eu des événements après la présidentielle de 2011 en Côte d'Ivoire. Vous avez eu des acteurs endogènes et étrangers à la Côte d'Ivoire qui ont commis des morts, qui ont été à l'origine des morts, des milliers de morts de ce côté-là. Le bilan officiel parle de 3000 personnes tuées. Ça, ce sont les chiffres. Mais il y en a eu plus. Crise post-électorale. Il y en a eu plus. Ça, ce sont les chiffres de Paris. Ce sont les chiffres de Sarkozy, de Sarkozy. Mais il y en a eu plus. Donc, je pense que... et vous avez donc plusieurs acteurs. Et celui qui était en première ligne, c'était M. Sarkozy. Il n'était pas présent à la CPI. En deuxième ligne, M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas en première ligne. On a donc pris deux individus, deux protagonistes qui étaient du même bord, c'est-à-dire M. Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, pour les amener, pour les déporter, c'est le terme qu'il faut utiliser, pour les déporter à la CPI, pour être jugés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Moi, je pense que c'était une parodie judiciaire, il ne faut pas avoir peur de le dire, et je pense que de manière radicale, les pays des États africains qui ont ratifié le traité de Rome doivent sortir de cette affaire-là. Guerre Fangan, ça vous inspire quoi ça vous inspire quel commentaire, cette décision définitive d'acquittement de Laurent Gbagbo aujourd'hui? C'est la fin d'un rodéo judiciaire qui a duré pratiquement 10 ans, avec 8 ans de détention pour l'ex-président Gbagbo. On peut dire que c'est que happy end. Moi, je dirais pas happy end. C'est une décision qui me désole et qui m'attriste davantage. Parce que la vérité, voilà, 10 ans de perdu pour rien. Pour rien parce que, vous savez, la guerre, c'est comme l'amour. Il faut être deux. Il faut être deux et c'est la justice des vainqueurs. On a un président qui a été dramatiquement élu qui s'appelle Alassane. Donc on parle de 3000 morts de tués. Je suis quand même embêté de savoir que 10 ans plus tard, qu'il y a un seul camp qui a été jugé. Je trouve ça quand même surréaliste et ça démontre à la face du monde le côté partisan de la CPI et ça n'honore pas l'Afrique, ça n'honore pas le reste du monde. Parce qu'on aurait dû, si on parle de guerre, ça veut dire que c'est comme l'amour, il faut être deux. Le fait d'avoir juste un seul camp, je trouve ça totalement... qu'il y a un goût d'inachevé dans cette sentence-là. Et j'espère que après cet acquittement, le camp d'en face sera convoqué pour répondre aussi de ce qui s'est passé. En moins, ce qu'on voulait nous faire croire que durant 10 ans, les supposés 3000 morts ont été du fait de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Là, c'est le premier enseignement. Donc, j'espère qu'il y aura une suite de cette affaire, il y aura un follow-up et que l'autre camp sera aussi interpellé pour donner sa version des faits et témoigner à la barre. Donc en fait pour vous la page... non, il faut qu'il y ait une justice qui soit rendue de manière correcte dans cette affaire. Et vous savez, la nature a des fois une manière de régler certaines choses. Donc, on ne va pas revenir sur ceux qui sont morts. Bref, disons qu'ils sont morts. On m'a dit père à leur âme, tous les précédents premiers ministres qui aussi n'étaient pas nés dans l'affaire. Par respect pour ceux-là qui sont morts, on n'en dira pas plus. Le deuxième enseignement que ça m'inspire, je veux dire que moi, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, cet acquittement pour moi arrive très tard. C'est arrivé tard, j'ai l'impression qu'ils ont tout manœuvré. Pourquoi cet acquittement arrive après l'élection présidentielle? Ça aurait dû se faire avant l'élection qui a eu lieu il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, pour qu'on ait un jeu électoral plus dynamique et plus animé. Donc ils ont tout manœuvré, ils ont tout fait
de renvoi à renvoi pour que l'acquittement intervienne après l'élection présidentielle. Moi, ce qui me désole un peu dans cette affaire. Les Africains n'ont pas oublié, en 2011, la manière cavalière et sauvage et brutale avec laquelle Gbagbo avait été arrêté en petite tenue. Tout le monde entier a vu cette image en petite tenue, et quand cette image avait traumatisé Avec sa femme. avec sa femme, avec traumatisé beaucoup d'Africains, et que quelqu'un est allé dans un hôtel du Golfe prêter serment, etc. On a vu un président du conseil proclamer deux résultats différents, la même personne. On n'a pas oublié cette affaire. Les Africains qui ont la mémoire vivent, se souviennent encore de tout ça. Et la dernière chose que ça m'inspire, moi je suis de ceux qui ont rêvé en Côte d'Ivoire. Certains diront qu'ils sont des hommes du passé. Je suis de ceux qui ont rêvé de voir la récente élection présidentielle qui est passée, de voir sur le champ de bataille politique Charles Blé Goudé, Bakayoko qui est parti, et le troisième qui est en exil, Guillaume Soro. Je suis les Africains qui ont rêvé de voir ceux-là, qui sont tous des gars de la FECI, de voir une élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui oppose Guillaume Soro, Blé Goudé et Bakayoko. Ça aurait permis à l'Afrique d'avoir une véritable leçon de démocratie. Et on aurait vu des choses différentes, et on aura appris beaucoup de choses. Je continue de caresser l'espoir de voir une élection présidentielle comme celle-là, où on aura des acteurs comme cela montés devant la scène et servi de leçon. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire parlera à l'Afrique et au monde entier. Florent Coutou, votre lecture de cette décision qui vient d'être rendue par la Chambre d'appel de la CPI au sujet de Gbagbo et Blé Goudé? Alors, Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés. Cela veut dire qu'ils ne sont pas coupables. Mais est-ce à dire que les morts sont ressuscités en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Est-ce à dire, moi je me pose la question de savoir si Gbagbo n'est pas coupable, et ainsi que Blé Goudé, qui est donc responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 et en 2011. Il y a un problème. Et quand on connaît un peu les rapports incestueux qui existent entre... Donc pour vous, s'ils ne sont pas coupables, il faut retrouver... Il faut trouver le coupable. Absolument, absolument. Et je rejoins Guy Hervé qui dit que cette affaire ne doit pas s'arrêter là. Non, cette affaire ne doit pas s'arrêter là. On doit pouvoir identifier qui a fait quoi en Côte d'Ivoire pendant la crise électorale en 2010. Alors, et lorsqu'on connaît quand même les rapports incestueux qui existent entre l'ex-procureur de la CPI et le pouvoir de la Côte d'Ivoire, on peut bien suspecter un acharnement sur la personne, le leader qu'est Laurent Gbagbo, et surtout ces manœuvres qui étaient destinées à l'éloigner du champ politique et pour pouvoir l'empêcher de compétir pendant les deux, n'est-ce pas, les deux échéances électorales, notamment en 2015 et en 2020 récemment, en 2021 récemment. Donc, il y a lieu quand même d'indiquer ici que ça a été un procès politique, tout comme l'instance, la CPI est une organisation politique. Donc vous pensez que les mouvements survenus au niveau de la CPI ont peut-être été à l'origine de ce dénouement différent de ce qu'on a eu il y a quelque temps? Absolument, absolument. Et je pense que c'est aujourd'hui, la CPI démontre aux yeux de l'humanité, n'est-ce pas, qu'elle est tout simplement un machin, pour parler comme le général de Gaulle, et que les pays qui ont refusé de ratifier, n'est-ce pas, le traité, ont tout simplement compris que ça ne sert à rien. Mais sauf qu'en Afrique, puisqu'on parlait du cas de Vamulke, nos systèmes judiciaires étant ce qu'ils sont, étant à la merci de certaines personnes, on peut quand même être dans le dilemme d'exclure, n'est-ce pas, toute intervention internationale, au risque quand même
de subir l'injustice qui vient de l'intérieur, du fait, n'est-ce pas, de certaines personnes qui se croient avoir le droit. Alors, Maître Augustin Gueffac, on a observé tout à l'heure que vous avez porté des récriminations sur la justice camerounaise. Maintenant, on voit avec la CPI aussi que c'est pas tout beau, tout net là-bas. Finalement, la perfection n'est pas de ce monde. Peut-être une France pour relancer, mais dans le même ordre d'idée, quand quelqu'un est acquitté 10 ans plus tard, quels sont les mécanismes juridiques des dédommagements? Comment on fait après? Qu'est-ce qui est prévu comme mécanisme pour qu'on dédommage un gars qu'on a acquitté 10 ans plus tard? Bon, moi, je vais plutôt répondre à travers des questions. Figurons-nous que ce procès avait été en son temps engagé plus tôt, pour respecter dans la logique de ceux qui sont contre la CPI, si ce procès se déroulait sur le sol ivoirien. Imaginez le sort de Charles Blé Goudé, le sort de Laurent Gbagbo. Les têtes seraient coupées. C'est le cas actuellement. Puisqu'ils sont déjà condamnés, comme ça ne suffisait pas la CPI, ils sont condamnés par contumace pour d'autres faits qui sont contestables. Contestables. Prima facie, ça c'est la vue de face. Au fond, pour moi, la CPI, c'est un instrument du néocolonialisme. C'est un instrument du néocolonialisme. C'est-à-dire pour coloniser davantage, et sur le plan judiciaire, on vous crée une infraction qui n'existe pas, on vous délocalise, on installe où on veut, on monte un procès fictif, et après le temps convenu, on vous déclare non coupable pour réaliser les objectifs qu'on s'était au préalable fixés. Donc, qu'on soit... Mais quand vous dites que c'est un instrument du néocolonialisme, il faut peut-être aller un peu plus loin parce que dans ce procès, on a beaucoup parlé de Fatou Bensouda. Non. Fatou Bensouda, naturellement, elle devrait intervenir dans la chaîne. Voyez un peu le procès de Jésus. Qui sont ceux qui l'ont arrêté? Qui sont ceux qui l'ont conduit à l'échafaud? Ce sont les siens. C'est ceux qui marchent avec lui tous les jours. Bien sûr. C'est de cela qu'il est question. Mais qui sont les donneurs d'ordre? C'est ceux-là qui se lavaient les mains. Oui, ça veut dire qu'au-delà de la criminalisation de l'Occident dans cette affaire, nous devons interroger notre propre responsabilité dans ce que nous faisons dans nos États. En premier lieu. Mais quand on vous acquitte 10 ans plus tard, comment on répare le préjudice? Bon. Réaliser les mécanismes d'indemnisation. Qu'est-ce qui est prévu? Vous verrez. Est-ce que les lois ivoiriennes autorisent que dans ces situations, les prévenus qui deviendront les victimes aujourd'hui auront droit à une indemnisation? Comme au Cameroun, il y a une loi qui est intervenue pour dire si jamais vous êtes illégalement détenu, illégalement condamné, emprisonné, à la fin, lorsque la décision sera définitive, vous saisirez la commission qui est à la Cour suprême pour vous faire indemniser. La loi existe au Cameroun, je crois que c'est depuis 2018 ou bien 2015. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. Bon, en Côte d'Ivoire, il doit exister un mécanisme pareil. Donc je ne veux pas rentrer, c'est que nous sommes sur l'apport de la CPI justement dans le fonctionnement de l'État ivoirien. La CPI qui l'a quitté, justement, c'est pas la Côte d'Ivoire. J'ai dit la CPI participe au traumatisme de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et je justifie. Voilà. Peut-être pour sortir de cette question, Albert Atola ici, il y a eu une décision qui a été rendue. C'est vrai qu'ils ont été condamnés en Côte d'Ivoire. L'avenir politique de ces deux hommes. Oui, vous savez, il y a un qui est encore plus jeune, l'autre qui n'a plus vraiment de l'âge. Maintenant, est-ce que par souci d'orgueil, au regard de la popularité qui est la sienne désormais, parce qu'il faut quand même le dire, quoi qu'on monsieur Laurent Gbagbo, c'est devenu désormais un monument à la fois politique, historique, du côté pas seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui ont exprimé leur justement besoin de sa libération, ou bien ont souhaité qu'il soit libéré, ont manifesté, se sont exprimés là-dessus son camp. Donc je crois que est-ce qu'il va faire comme Mandela, c'est-à-dire après sa sortie de prison en 90, il a brigué un mandat, puis il a démissionné. Est-ce qu'il en a encore justement les capacités de le faire? Je pense qu'il peut peut-être le faire par souci de regret, parce qu'il faut quand même le dire. Si, tout à l'heure, Guy l'indiquait fort opportunément à savoir que justement il a été mis à l'écart
Parce que non, c'est lui, c'est M. Koutou qui le disait, si Laurent Gbagbo était parti en Côte d'Ivoire pendant la présidentielle ou bien pendant l'élection présidentielle, ça allait bouleverser toutes les cartes. Et je pense qu'aujourd'hui, rien que son retour qui est annoncé, ça pose un autre problème. Parce que est-ce que le régime d'Abidjan va prendre le risque de demander à sa justice, n'est-ce pas, d'interpeller ces deux personnages, parce qu'il faut qu'on le dise qu'ils ont été condamnés à 20 ans par contumace à 20 ans de prison de ce côté-là. Est-ce que le régime... Mais on a eu quand même le sentiment à un moment donné qu'il y avait comme des mesures d'assouplissement vis-à-vis de ces deux personnalités. On se souvient encore de l'histoire du passeport, entre autres, qui permettrait à ceux-là... Là, nous sommes sur le terrain politique. Pour qu'il n'y ait pas... C'est un procès qui est évidemment politique. Non, c'est pas un procès. Là, nous sommes sur le terrain politique. Nous sommes dans la symbolique, c'est-à-dire pour que le régime d'Abidjan ne soit pas accusé justement d'être un mauvais joueur. Il était dans l'obligation, sous pression, il faut le préciser, de donner les différents par rapport à ses compatriotes. Bon, maintenant, on va attendre sur le plan judiciaire, du côté d'Abidjan, pour voir comment ils seront acquis, s'ils ne seront pas acquis au bas de la passerelle par une escouade de policiers de gendarmes. Maintenant, vous avez donc l'autre acteur qui est plus jeune, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, dont je pense qu'il a encore de l'avenir politique devant lui. J'ose croire que, n'est-ce pas, la grande faucheuse qui se balade en Côte d'Ivoire ne va pas les faucher entre temps. On va s'arrêter là pour ce soir. Guy Fongan, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose avant. Non, je voulais simplement dire qu'il faut que les gens se souviennent que quand Henri Konan Bédié est au pouvoir, c'est lui qui invente le concept d'ivoirité pour exclure Ouattara du jeu électoral. Et c'est que c'est Gbagbo qui réintègre Ouattara dans le jeu électoral, qui le fait participer à la dynamique électorale en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Et donc, il serait injuste et cruel aujourd'hui que Gbagbo soit condamné à l'exil parce que Ouattara ne veut pas qu'il y ait de véritables concurrents. Mais je pense que, pour ma part, aujourd'hui, avec le pardon que Guillaume Soro a formulé vis-à-vis de Gbagbo, Gbagbo sera un faiseur de roi en Côte d'Ivoire et l'avenir politique va se décider vraiment autour de lui. Il sera un maillon essentiel de la Côte d'Ivoire de demain. Et moi, je pense qu'il va construire, il devra faire preuve de hauteur et être le faiseur de roi qui va construire la Côte d'Ivoire de demain. Monsieur, on va s'arrêter là. Un dernier mot, en une seconde, justement par rapport à l'avenir politique de Laurent Gbagbo. Alors, c'est un monsieur qui a le sens de l'honneur et de la dignité, et je pense qu'il va passer le témoin à Charles Blé Goudé pour matérialiser effectivement, n'est-ce pas, cette transition générationnelle qui n'est que qui en réalité dans notre pays fait défaut, quoi. Absolument. Vous avez compris ce qu'il voulait dire, Maître Ngefar. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment, Florent Koutou, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes militant du PCRN. Merci également à vous, Maître Augustin Ngefar, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Albert Anatola ici, vous êtes journaliste. Guy Fongan, vous êtes journaliste. Merci, monsieur, d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous. Juste derrière cette émission d'Equinox ce soir, dans quelques secondes, retrouver sur nos antennes la diffusion du procès, en tout cas de l'audience qui s'est tenue aujourd'hui, et surtout cette décision prise par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rendant cette décision de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Merci, madame, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.